En fait, je me suis demandé de quoi est-ce que j'allais parler dans cette vidéo. Et j'ai pas trouvé de réponse. La seule chose que je me suis dit, c'est j'ai envie de retrouver ma caméra. Caméra que je n'avais pas prise quand j'étais au Brésil, du coup, voilà. Je filmais avec mon portable, bon, bref, on s'en fout. Et je m'étais dit aussi que j'avais juste envie de parler. Bon, aujourd'hui, je me suis réveillée avec un mal de tête assez important. Et comme c'est de un, le premier jour de mes règles, et je sais que c'est un jour qui est assez sensible, de 2, j'ai fait un malaise hier, de 3, bon rien de grave mais j'ai fait un malaise hier, de 3, j'ai un début d'herpès, et de 4, il y avait ce mal de tête là en me levant. Je me suis dit ok, on va pas faire la folle, on va rester tranquille à la maison, en sachant que ça fait maintenant 2 semaines que je suis rentrée, donc normalement je suis censée avoir rattrapé le décalage horaire, qui d'ailleurs n'était pas non plus si difficile que ça à rattraper. J'ai aussi voilà, mais je pense que de manière générale, c'est pas le décalage horaire qui m'a fait plus mal en fait, c'est surtout le changement d'environnement, le changement de temps aussi, parce que du coup je suis rentrée vraiment dans l'automne le plus sale. C'est-à-dire que bien sûr que l'automne c'est sympa, je comprends ce que veulent dire les gens quand ils disent qu'ils aiment l'automne, avec l'ambiance un peu genre les feuilles qui tombent, le temps qui commence à se rafraîchir, etc., etc. Ça correspond, je pense aussi que ça correspond à la période de rentrée dans la tête des gens, donc c'est cette rentrée là où on était très motivés, etc. Du coup il y a une espèce de nostalgie aussi qui arrive à l'automne, je pense. Et du coup je peux comprendre que les gens kiffent l'automne, mais en fait en soi l'automne glamour c'est quand même fin septembre, début octobre. Après ça, ça devient l'automne sale quoi, hein, avec la pluie dégueulasse qui arrive. Et en vrai l'automne allemand c'est quand même vraiment ça. Et alors là, ça a l'air, le temps a l'air de se radoucir un peu pour la semaine qui arrive là, et c'est cool. Mais en soi, là, la semaine que je viens de passer, donc la semaine dernière, c'était un temps infect. Et bref, j'ai réussi à parler météo sur une vidéo YouTube. Mais en fait, du coup, je pense que ça m'a pas mal brassée. Ça m'a pas mal brassée et du coup, je me suis dit, ok, on va rester tranquille à la maison. Parce qu'en plus, il faut savoir que d'habitude, ça m'arrive très souvent en fait de me réveiller malade et de me dire que ça va passer et du coup d'aller au boulot et en fait de devoir rentrer, ce qui est complètement contre-productif. Les Allemands ont une relation au niveau de la maladie et du travail qui est assez différente de celle qu'on a en France en vrai. Déjà, on peut être malade pendant 3 jours sans aller voir un médecin. C'est quand même vachement pratique pour les femmes avec leurs règles. Voilà, malgré tout ce que les mecs pourront dire par rapport à ça, ça reste quand même très pratique de ne pas avoir à justifier à chaque fois que en fait on ne peut pas aller travailler. Aussi, il faut savoir qu'en Allemagne, alors je sais pas trop, mais moi dans tous les milieux où j'ai été, ça a toujours été possible de faire du home office. Donc au final, moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai travaillé même si j'étais malade. Donc, c'est un peu le revers de la médaille, mais c'est à peu près le cas. Et c'est pareil pour mon copain qui fait du home office aussi assez souvent. Qui est pourtant du coup dans un domaine un peu plus... c'est ce que je voulais dire, moi je suis dans le domaine de la recherche, je veux dire en vrai on s'en fout quoi. Mais lui est dans un domaine un peu plus... déjà dans un domaine privé, avec des clients, avec une clientèle, un paiement horaire, etc. Donc il y aurait, si vous voulez, plus de raisons pour lesquelles on remettrait en doute en fait ça, et en fait c'est pas le cas non plus. Donc j'ai l'impression qu'en Allemagne on est un peu plus
un peu plus compréhensif. Et surtout, en fait, si on en parle à un Allemand de la maladie au travail, il te répond quelque chose qui est très factuel, mais qui est très vrai. C'est que, en fait, si t'es malade, d'une part, t'es pas efficace, donc ça sert à rien de t'esquinter encore plus à rester au boulot en sachant du coup que tu te reposes pas et que, en fait, du coup, ton temps de convalescence va être plus long. Ouais, ce qui est pas con. Et surtout, bah, si t'es malade et que t'es contagieux, tu vas filer la crève à tout le monde et ça, pour le coup, c'est pas économique. Donc voilà, donc c'est aussi très, comment on dit, rationnel. Enfin, il y a un autre mot plus suitable pour ça. Plus, suitable, c'est pas non plus c'est le mot anglais, mais bref. Qui va mieux pour dire ça, mais je pense que vous aurez le mot et puis il me viendra au montage, certainement. Hein. Donc voilà, du coup ça fait en tout et pour tout 4 jours que je suis un peu reclus chez moi parce que du coup j'avais fait, il y a eu le week-end entre deux avec un temps de merde, il y a eu le vendredi c'est mon jour home office officiel de la semaine et du coup je crois que j'avais aussi besoin d'ouvrir en fait d'ouvrir ma fenêtre que j'ai sur internet et du coup de parler. Voilà, aujourd'hui c'est un jour un peu triste parce que c'est aussi le jour où, le lendemain en fait des élections au Brésil et du coup Bolsonaro a été élu avec une majorité quand même assez écrasante. Alors j'ai fait une story sur Insta pour réagir un petit peu à ça parce que je voyais beaucoup de choses passer en fait dans mon fil. Alors, est-ce qu'on dit fil ? Non, je pense qu'on dit flux sur Twitter. Et il y a beaucoup de tweets en fait qui sont à côté de la plaque et de manière générale, donc je vais pas forcément revenir sur les élections au Brésil parce que j'ai pas grand chose à dire. J'aimerais juste rappeler que d'une, ça va être difficile pour le peuple brésilien et il y a beaucoup de tweets aussi que je vois passer où les gens sont inquiets pour eux et en fait c'est pas... Comme je le disais, je viens d'envoyer un message à quelqu'un de cool qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo. Et je lui ai dit, tu sais, en vrai, la politique étrangère, notamment du coup dans des autres pays comme ça, alors peut-être pas dans l'Union Européenne, mais en tout cas dans des pays aussi lointains, il y a très peu... Enfin, il faudrait vraiment un élément catastrophique pour qu'on ressente personnellement la secousse en fait, voilà. Pour ainsi dire, il y a eu des dictateurs et des dictatures militaires en Amérique du Sud pendant la guerre froide et il y a eu très peu d'impact par exemple en Europe. Donc c'est pas si on exclut le côté environnemental en sachant que en vrai l'environnement même si on pense qu'on subit le réchauffement climatique parce qu'on a des étés encore plus importants. Enfin, en fait, on a, si vous voulez, l'amplitude de température et de saison en fait est beaucoup plus grande et c'est ce qui va, c'est comme ça que ça se profile un petit peu. Donc on a l'impression qu'on le vit, mais c'est rien par rapport à des endroits en fait qui sont beaucoup plus sensibles au niveau climatique. Je pense notamment désert, bordure de désert, climats tropicaux, etc. Où là, pour le coup, il y a vraiment un déchaînement de la nature en fait et un dérèglement total. Donc, par exemple, l'enchaînement d'ouragans, etc. Donc, même là où on pense, je parle nous, en tant qu'Européens, en Europe, on reste quand même dans un endroit extrêmement privilégié. Et même au niveau de l'environnement, en fait, malgré tout. Mais bon, ça demanderait une vidéo à elle-même et écoutez, je croise les doigts, mais si j'arrive à avancer un peu sur mes projets que j'ai avec YouTube, je devrais arriver à peu près à en parler très prochainement. Voilà, ça fait plusieurs vidéos que je tease par rapport à ça. J'ai pas envie de parler. C'est pas, je pourrais vous le dire, mais j'ai pas envie de le faire. Voilà, mais ça va arriver. Je me suis fixé l'objectif de novembre. Voilà, donc vous devriez être au courant rapidement. Voilà. Et alors, j'ai perdu le fil totalement de ce que je voulais dire. Donc, oui, ce que je disais du coup à cette personne super cool, qu'elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo, c'est que
on va être très peu impacté. Enfin, il faudrait vraiment des choses graves pour qu'on soit impacté par ces décisions-là. Et même en ce qui concerne par exemple l'élection de Trump il y a peut-être aussi un an ou quelque chose comme ça, c'est pareil en fait. Pour qu'on soit impacté vraiment dans notre quotidien, il faudrait vraiment quelque chose de catastrophique et de très grave. Et je pense à des guerres par exemple, je pense à des conflits, je pense aussi à par exemple des crises économiques. Et même encore des crises économiques, en fait, c'est difficile de ressentir, en tout cas personnellement, l'effet. Parce que généralement c'est des effets très localisés, par exemple une banque qui fait faillite, qui peut être due à une crise par exemple économique. Si vous n'êtes pas client de cette banque, vous n'aurez pas les effets. Voilà, tout simplement. Bon après on peut parler d'autres choses, on peut parler de, je sais pas, du prix du gasoil, mais par exemple moi j'ai pas de voiture, donc en fait par exemple je suis complètement éloignée des problématiques du prix de l'essence. C'est pas mon problème dans la vie quoi, voilà, c'est tout. Voilà, mais je parle des gens qui ont la possibilité, voilà, le but c'est pas de faire de leçons de morale sur les gens qui ont une voiture et qui l'utilisent, c'est juste une façon voilà, de dire que on peut aussi être très très loin en fait des effets d'une crise et du coup ne pas s'en rendre compte sur l'échelle quotidienne. Et c'est souvent en ça que je suis un peu en décalage avec les réactions par rapport aux élections au Brésil, c'est que les gens ont tendance à être très centrés, aussi à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, comparer la situation de la France avec la situation du Brésil, ça n'a aucun sens. C'est même vraiment indécent. Voilà, parce que c'est pas par là. Alors attention, y a aussi des personnes qui ont à peu près ce même argumentaire que moi là, donc qui mettent en opposition en fait certaines situations et qui disent ouais c'est bien pire ailleurs. Oui, c'est clair. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas lutter dans son pays pour ses droits, etc. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'il faut rester quand même à la hauteur, c'est-à-dire on s'occupe de nos affaires, on se bat pour ce qu'on a à se battre, étape par étape, etc. Mais faire des comparaisons sur la même situation, c'est pas possible quoi. Voilà, c'est pas possible. J'aimerais aussi rappeler 2-3 choses par rapport au fascisme. Quelque chose que j'ai déjà rappelé en story Instagram ce matin, mais j'ai moi-même été dans cette dynamique là, c'est-à-dire de traiter en fait toutes les personnes un peu conservatrices, réactionnaires qui étaient dans le système, etc. De fachos. Voilà, c'est un truc qui est assez typique en tout cas des communautés. Enfin communauté, je sais pas si on peut dire ça communauté, mais bref, du milieu un peu gaucho, et en fait il serait important de rappeler que le fascisme c'est pas ce qu'on vit en France, hein. Macron c'est pas un fasciste, Macron c'est un homme politique, ou pas d'ailleurs, peut-être plutôt un banquier, bon, bref, peu importe, on ne pas sur ce débat là, mais c'est une politique extrêmement libérale, en tout cas d'un point de vue économique. C'est une politique plutôt d'austérité, avec des discours extrêmement démagogues où on joue un peu la carte de la République, du fait qu'il faut qu'on soit une grande nation, qu'il faut qu'on se serre la ceinture. Voilà, avec un peu tous ces discours un peu moralisateurs en fait, notamment pour les pauvres, anti-assistanat, etc. Donc c'est en ça qu'il faut continuer à lutter et surtout pas se laisser dire qu'on est dans l'assistanat parce qu'on est chômeur, alors que concrètement, s'il y a du chômage comme ça de masse, c'est-à-dire qu'on parle pas du cousin, de la tante, de la cousine, de la voisine, de votre grand-mère qui est au chômage et ne se bouge pas le cul, hein, on parle pas de ça, on parle d'un chômage qui est subi et qui est grand, enfin je veux dire dans la majorité des cas, le cas pour les chômeurs. Pour moi, une société qui n'est pas capable de fournir en fait un travail, du travail à des gens, parce qu'en fait c'est quand même ça, c'est que si c'est aussi dur de trouver, s'il y a du chômage et que c'est aussi dur de trouver un emploi, parce que c'est le cas, c'est entre autres pour ça que je suis partie. Donc voilà, c'est que je savais que le marché de l'emploi en France était complètement saturé. Et même dans mon domaine, même dans ce domaine où on me disait mais non t'inquiète, ingénieur en hydraulique, mais non t'inquiète, nanana, n'empêche que les seules options c'était d'aller sur le bassin parisien, et encore c'était pas forcément
l'option, quoi. Voilà, c'était pas gage de trouver quelque chose. Donc si on est dans cette situation-là avec du chômage et un marché de l'emploi saturé, c'est que concrètement il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Et une société qui n'est pas capable de fournir de l'emploi, ça va pas. Et c'est sa faute. C'est pas la faute des chômeurs, c'est la faute de la société en règle générale. Bref, donc il faut créer des emplois en fait, c'est ça la principale chose. Et c'est vrai que on est dans un gouvernement en fait ouais, c'est pas le discours en tout cas qui est servi. Maintenant, il faudrait analyser un peu plus les mesures qui sont prises, mais pour le moment, par exemple, faire un comment ils appellent ça, permettre des licenciements plus simples pour stimuler l'emploi, c'est pas, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était pas de faire un discours pour savoir, pour proposer une solution par rapport à l'emploi. Je dois dire que j'en ai pas, hein, vu que ma seule réaction, ça a été d'aller chercher de l'emploi ailleurs. Donc voilà, c'est à peu près mes réflexions en tout cas. Mais pour finir, du coup, sur cette analyse de la politique en France, c'est pas du fascisme par contre. Le fascisme, déjà, c'est un régime totalitaire avec pas de liberté d'expression. Et pas de liberté d'expression, ça veut pas dire que quand vous mettez un commentaire sous la vidéo d'une féministe sur YouTube et qu'elle supprime, que vous n'avez pas de liberté d'expression. Non. Ça veut pas dire non plus que pas de liberté d'expression, c'est pas non plus quand vous dites des trucs racistes et qu'on vous dit que c'est mal parce que c'est raciste. Non plus, non. Un manque de liberté d'expression, c'est par exemple, vous dites que le gouvernement c'est de la merde et que vous n'êtes pas d'accord, et en fait on vous prend et au mieux on vous met en prison, au pire on vous tue. Voilà. Le fascisme en fait c'est ça. C'est soit t'es d'accord et tu marches avec nous, et en fait c'est même pas une histoire que t'es d'accord, c'est soit tu veux vivre et tu marches avec nous, soit tu meurs, ou t'es exclu de la société, etc. J'avais envie de rappeler ça, l'histoire en fait que le combat aille pas n'importe où. J'ai parfois l'impression en fait qu'il y a un peu cette impression comme s'il y avait le feu en fait dans une pièce, et que en fait au lieu de prendre un extincteur pour éteindre, qui serait le meilleur à faire, ou à la limite d'œuvrer un petit peu, genre je sais pas, peut-être d'essayer de prendre du linge humide et d'étouffer le feu, ou d'évacuer la pièce, d'évacuer, mettre protégé, etc. Que en fait tout le monde courait de partout, et que même peut-être que des gens faisaient des choses qui en fait n'avaient pas de sens, ou disent des choses qui n'avaient pas de sens. Par exemple, comme si dans cette pièce-là, il y avait quelqu'un qui d'un coup ouvrait la fenêtre, qui est déjà pas conseillé quand il y a du feu, mais qui en plus gueulait dans la rue au viol, voilà. Ou, vous voyez, enfin des choses qui en fait n'ont pas de sens, et c'est parfois mon ressenti en fait quand il y a des choses comme ça, comme les résultats des élections au Brésil, là par exemple, qui arrivent, on a les résultats et en fait tout le monde s'affole, et j'ai l'impression que déjà les gens s'affolent pas forcément pour les bonnes raisons, et surtout ont des réactions en fait qui ne vont pas. Voilà, c'était un peu mon ressenti par rapport à ça. Et en fait alors c'est pas très constructif cette vidéo, c'est un peu j'ai ouvert ma pensée maintenant, aujourd'hui, et je la mets dans une caméra et je la mets sur YouTube, mais peut-être que ça peut au moins aider quelques personnes à y voir peut-être un peu plus clair, dénoncer des choses, oui, mais correctement, et surtout juste dénoncer pour dénoncer, et ça fait pas avancer les choses en fait. Je dis pas forcément qu'il faut des solutions tout le temps, mais en tout cas, comme je disais, il y a le feu dans une pièce, ok, on va peut-être pas trouver l'extincteur pour l'éteindre, mais on va essayer de limiter le dégât, voilà. Donc c'était un appel quand même à la logique. Je perds mes mots, c'est terrible, c'est terrible. Un appel comme ça, en fait, à la réflexion, voilà, à la réflexion, et à ne pas sombrer en fait dans la dénonciation
parfois à outrance en fait de choses, dénoncer oui, mais n'utilisez pas des termes par exemple qui en fait qui ne sont pas corrects en fait pour parler des choses, dénoncer les choses de façon précise. Et déjà c'est déjà une première étape en fait pour ensuite un espèce de brainstorming pour trouver des solutions. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais aller faire des courses et je vais finir de ma journée de travail qui n'est pas finie. Ça y est, on a passé le décalage horaire en termes de l'heure d'hiver, du coup il fait nuit à 15h. Oh, je m'y ferai pas l'hiver allemand, je m'y ferai pas. Je m'y ferai pas, bon sang. Donc voilà, je vais vous arrêter là sur ces mots un peu de désespoir. De désespoir, c'est bientôt la période du vin chaud. Bref, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.